Donc, je vais vous parler de la relation entre activité et température pour les parasitoïdes, et donc particulièrement en début de saison. Donc, on l'a vu dans plusieurs présentations. Notre problématique principale, c'est que les pucerons sont dans les vergers de façon très précoce, au début du printemps, à la fin de l'hiver. Et les ennemis naturels, et en particulier les parasitoïdes, arrivent plus tardivement. Donc il y a de toute façon un décalage naturel entre la dynamique des pucerons et celle des parasitoïdes, mais on se demande si quand même il n'y a pas une question de température derrière tout ça. Donc des différences peut-être de résistance aux températures, de tolérance aux températures entre donc le puceron sur lequel on se focalise, Disaphis plantaginea, et deux espèces parmi celles dont Leloup a parlé, et donc c'est celles qu'on a étudiées, c'est Aphidius matricariae et Ephedrus cerasicola. Donc ce sont des espèces qui sont commercialement disponibles et qu'on utilise en lâcher inondatif dans les vergers. Donc en fait, on a plusieurs questions d'abord, puis des hypothèses derrière tout ça. D'abord, c'est de savoir quelles sont les capacités de résistance au froid des parasitoïdes de pucerons et accessoirement des pucerons eux-mêmes, avec donc l'idée que les pucerons sont plus résistants au froid que leurs parasitoïdes, puisqu'ils sont, en hiver, on les retrouve à la fin de l'hiver sur les pommiers. La deuxième question, donc, c'est quel est le comportement des parasitoïdes à différentes températures. Donc là, c'est un focus sur les parasitoïdes. D'abord, on essaye de voir s'ils sont capables de résister physiologiquement au froid, puis ensuite, on essaye de voir comment ils réagissent à différentes températures qui correspondent en fait à la gamme de températures qu'ils peuvent rencontrer tout au long de leur cycle et quand on les relâche dans les vergers. Donc avec l'hypothèse, mais c'est une hypothèse évidemment très triviale, on va dire, c'est que les parasitoïdes, comme tous les insectes, sont assez peu efficaces à basse température. Et puis la dernière question qu'on se pose, c'est peut-on améliorer artificiellement la tolérance des parasitoïdes, faire de la sélection sur les lignées de parasitoïdes pour améliorer leur tolérance aux basses températures, et donc avec l'idée derrière tout ça de faire des souches, des lignées de parasitoïdes qu'on pourrait relâcher plus tôt dans la saison pour lutter contre les pucerons. Donc pour répondre à... Je vais commencer donc par cette histoire que les pucerons seraient plus résistants au froid que les parasitoïdes. Très généralement, les insectes dépendent de la température extérieure pour toute leur activité physiologique, comportementale, donc métabolisme, locomotion, reproduction. En gros, ça détermine leur fitness. Et donc, on peut définir en fait ce qu'on appelle une courbe de tolérance thermique, c'est-à-dire que ici vous avez la performance, pardon, on ne voit pas la souris, vous avez la performance d'un insecte par rapport à la température que l'insecte va subir, et puis vous avez une courbe de performance avec finalement une température qui sera ici optimale pour faire toutes ces activités-là, et cette courbe est bornée par une température critique minimale et une température critique maximale. Qu'on appelle dans le jargon CT-min et CT-max. Donc nous, comme je l'ai dit, on va s'intéresser surtout à la température critique minimum. Le fait que les parasitoïdes et les pucerons résistent plus ou moins au chaud, c'est intéressant, mais ce n'est pas vraiment notre focus ici. Alors, comment on va étudier cette borne de tolérance au froid minimum ? On va utiliser un appareil qu'on appelle un cryostat, un bain cryostatique, un bain-marie, peu importe. En fait, comment ça marche ? C'est un appareil qui va permettre de faire refroidir un liquide de refroidissement, donc le même type qu'on met dans les voitures. Et en fait, on va faire passer ce liquide dans une colonne en verre. Et en fait, c'est une colonne en verre avec une double paroi. Ici, c'est creux. On va insérer le puceron ou le parasitoïde à l'intérieur. Il va être libre de se déplacer à l'intérieur. Et en fait, dans la paroi extérieure, on fait circuler le liquide qui fait refroidir ou réchauffer l'environnement en fait, de l'insecte.
Et donc, on va mesurer ça avec un thermomètre, et quand on va considérer que le seuil comportemental de tolérance au froid, donc le CT-min, la valeur est atteinte quand l'insecte va se décrocher de la paroi et va tomber, va tomber du tube. Donc en fait, on définit ça comme une température de coma. Les insectes en fait ne sont pas morts, mais ils sont vraiment incapables de bouger. Donc en termes de fitness, c'est 0. C'est pas vraiment une mort de l'insecte, mais il peut plus bouger, donc il peut plus se nourrir et il est à la merci des prédateurs, etc. Donc on a étudié ça chez le puceron Disaphis plantaginea. On a utilisé 6 clones différents parce qu'on voulait voir s'il y avait des différences interclones chez le puceron. C'est une hypothèse assez forte qu'on peut avoir. Et puis donc les 2 espèces de parasitoïdes. Alors, les résultats de cette étude, donc en fait ici vous avez la tolérance au froid, le CT-min, et en bas donc j'ai mis les différentes espèces. Donc comment ça se lie? Plus la valeur est basse, plus la résistance au froid est élevée. Ici donc, vous avez Aphidius matricariae en vert, Ephedrus cerasicola en rouge. On voit qu'ils ont une tolérance au froid qui est autour des 0 degrés, un peu en dessous pour Aphidius matricariae. Je vais revenir sur les chiffres après. Et ici, donc, les résultats pour les 6 clones différents de pucerons. Alors, ce qu'on remarque déjà, c'est que on a une différence interclonale assez importante. Il y a des clones qui résistent finalement très très bien au froid. Celui-ci, par exemple, on est en moyenne à moins 2,5 degrés de résistance avant que les individus ne tombent. Et puis, on a des clones qui résistent un peu moins au froid, et surtout, au sein d'un même clone, on a des fortes variabilités entre individus. Vous voyez, en haut, on retrouve des individus qui ne résistent pas à moins de 5 degrés, par exemple. Donc, concernant les parasitoïdes, au niveau des chiffres, on a Aphidius matricariae qui résiste à environ moins 0,8 degrés Celsius. Ephedrus cerasicola qui résiste un peu moins, bien que la différence ne soit pas significative entre ces 2 parasitoïdes. Mais Ephedrus cerasicola ne résiste pas vraiment en dessous des 0 degrés. C'est-à-dire que voilà, une fois que la température descend en dessous de 0 degrés, le parasitoïde, on peut le considérer comme inefficace. Et donc concernant les pucerons, tout clone confondu, on est quand même autour de moins 2,2 degrés. Donc il y a quand même une grande différence entre les pucerons et les parasitoïdes en termes de résistance au froid. La prochaine étape de ce travail, c'est de mesurer l'héritabilité en fait, du trait de tolérance thermique, parce que si on souhaite à terme faire de la sélection sur un trait, il faut savoir à quel point ce trait est héritable. Si on n'a pas du tout d'héritabilité enfin une faible héritabilité de ce trait entre générations, on va avoir du mal à faire de la sélection qui soit assez forte sur ce trait. Donc la deuxième partie, c'est l'hypothèse que les parasitoïdes sont peu efficaces comportementalement parlant à basse température. Donc ici, je présente le travail de Loulou notamment, et puis d'une mémorante Anaël qui a fait son master là-dessus. Donc elles se sont focalisées sur Disaphis plantaginea et un seul parasitoïde pour le moment, Aphidius matricariae. Donc ici sont simplement les conditions d'élevage. Il y a eu un protocole d'acclimatation avant de tester les parasitoïdes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de les soumettre à un choc thermique qui pourrait fausser les résultats. Donc en fait, entre chaque température testée, je ne sais pas, c'est pas marqué là, mais donc je vais vous le montrer après. Chaque température testée, on a d'abord acclimaté les parasitoïdes. Donc, ils étaient dans les élevages à 20 degrés, on les a laissés 30 minutes à 15 degrés, puis testés à 15 degrés. D'autres laissés encore 30 minutes, etc., jusqu'à 10 degrés, testés à 10 degrés, etc. Donc, un simple protocole d'acclimatation. Donc, qu'est-ce qui a été testé? Les capacités de vol, de marche et d'oviposition. Donc concernant les capacités de vol, il y avait soit 5 femelles, soit 5 mâles mis dans une arène en fait, puis placés donc dans ce type de dispositif qui permettait donc de les faire voler avec en fait une lumière au-dessus pour les attirer. Et donc toutes les expériences ont été menées à 8, 10, 15 ou 20 degrés.
Et donc les capacités de vol, de marche et d'oviposition ont été comparées entre ces températures. Donc ils étaient laissés 2 heures dans ces conditions, et puis après les 2 heures, on regardait quelle était la proportion de parasitoïdes qui avaient finalement volé dans ce tube. Donc ici, vous avez le nombre d'individus qui sont retrouvés envolés dans le tube à 15 degrés et à 20 degrés. Il n'y a pas les résultats. En fait, on n'a pas observé qu'il y avait un vol pour le 8 et le 10, donc c'est ça. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de. C'est ça. En fait, oui, pour 8 degrés et 10 degrés, il n'y a aucun individu envolé qui a été retrouvé. Et donc, à 20 degrés et à 15 degrés, c'est un peu meilleur, avec voilà, plus de vols quand les températures sont élevées. Concernant la marche, donc un individu femelle est placé dans une boîte de pétri et en fait placé encore une fois sous caméra à 8, 10, 15, 20 degrés pendant 30 minutes. Donc c'est filmé et c'est ensuite analysé avec un logiciel qui permet de suivre en fait de façon automatique le trajet du parasitoïde et donc de mesurer différents paramètres comme la distance parcourue, la vitesse moyenne, etc. Donc les résultats, donc à gauche vous avez la distance de marche. On voit très bien que à 8 degrés et 10 degrés, la distance de marche est très faible et beaucoup plus faible par rapport à 15 degrés et à 20 degrés. Et donc vous avez à droite la vitesse moyenne de ces parasitoïdes, donc c'est évidemment corrélé à la vitesse parcourue, à la distance parcourue. Donc on retrouve les mêmes résultats, très peu de vitesse pour 8 degrés et 10 degrés, et à 20 degrés on a la vitesse maximale atteinte par le parasitoïde dans les arènes. Et donc concernant l'oviposition, donc un mâle est accouplé avec une femelle. Donc la femelle est ensuite isolée. Parallèlement à ça, des pucerons sont pris des élevages et placés sur des feuilles de pommier. Et donc après acclimatation du parasitoïde et des pucerons, ils sont mis en contact aux différentes températures. Et donc pendant 24 heures, les femelles sont autorisées donc à pondre sur les pucerons, et puis après 24 heures, les femelles sont retirées et on compte en fait le nombre de pucerons parasités qu'on retrouve dans le lot parasité, enfin exposé. Donc les résultats, donc, à gauche vous avez le taux de parasitisme, donc c'est le nombre de momies produites par rapport au nombre total de pucerons exposés. Donc on voit que le taux de parasitisme est autour de 80% quand on est à 20-15 degrés. C'est ce qu'on retrouve assez classiquement dans la littérature quand les conditions sont assez bonnes. C'est des bons taux de parasitisme. Et puis le taux de parasitisme chute complètement quand on est à 8 degrés. Là on est autour de 30% en moyenne. Par contre, le taux d'émergence, donc là c'est le nombre de parasitoïdes adultes qui sortent des momies qui ont été formées. Donc en fait, une fois que les momies sont formées, on a un taux d'émergence qui est très bon, peu importe les températures testées. Donc là, il n'y a pas de différence dans le taux d'émergence. Donc ça voudrait dire qu'il y a finalement assez peu de mortalité au sein des momies une fois qu'elles sont formées en fait. Donc la momie, c'est à partir du stade pupal, du stade nymphal du parasitoïde. Et donc pour le dernier point, c'est l'hypothèse d'amélioration de la tolérance au froid d'une souche de parasitoïdes après plusieurs générations. Donc là, on va se focaliser sur Aphidius matricariae. L'idée, en fait, c'est de placer dans une chambre climatique qui serait, c'est encore à décider, mais potentiellement à 8 degrés, 10 degrés peut-être, les parasitoïdes, donc en contact avec des pucerons, et puis de faire ça sur N générations successives. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? C'est on mesure le temps de développement à 8 degrés, on compare à un témoin qui est à 20 degrés, et on mesure aussi la tolérance au froid, de la même façon que je vous l'ai présenté au tout début. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être fait, donc je n'ai pas de résultat à vous présenter, mais on peut mettre en fait deux hypothèses, en tout cas deux attendus.
Premièrement, la tolérance au froid va augmenter, donc on va arriver vers un CT min plus bas au fur et à mesure des générations exposées au froid. Par quel mécanisme, ça, il va falloir le déterminer. Et puis au niveau du temps de développement, l'idée c'est à chaque génération produite, prendre les premiers émergents qui sortent de notre population, en se disant que c'est les parasitoïdes qui émergent tôt qui vont être les plus performants au froid, qui vont se développer le plus vite. Et donc utiliser ces parasitoïdes qui émergent tôt à chaque génération pour former la génération suivante. Et donc au cours des générations, si on compare le temps de développement entre 8 degrés et 20 degrés à chaque fois, on peut s'attendre à une diminution finalement de l'écart de temps de développement qui existe entre ces deux températures. Dans tous les cas, un parasitoïde à 20 degrés va se développer très vite. Un parasitoïde à 8 degrés va mettre 30 voire 45 jours, ça dépend, pour se développer. Et on espère en fait réduire un peu ce temps de développement pour avoir des populations plus performantes quand il fait froid. Donc, comme je l'ai dit, c'est des travaux en cours. Il va falloir donc déterminer s'il y a une réponse vraiment à la sélection dans cette population, si on observe quelque chose en termes de résistance au froid. Et donc là, on va avoir besoin aussi de connaître un peu l'héritabilité de ce trait de tolérance au froid pour avoir un peu une idée de ce qui se passe. La question qui reste en suspens, c'est comment on distingue la plasticité, c'est-à-dire l'effet de l'acclimatation, le fait d'être tout le temps exposé au froid, de la sélection artificielle qu'on peut opérer dans ces populations. Et une question un peu plus large, c'est quelle viabilité pour l'industrie, parce que si un industriel doit produire des individus à 8 degrés, il va mettre 10 fois plus de temps à les produire, où ça va être plus compliqué à produire. Donc, quelle viabilité à terme de ce protocole. Il va automatiquement y avoir des compromis entre la durée de production, les coûts de production et l'efficacité qu'on veut avoir des parasitoïdes tôt dans la saison. Donc, une idée qui peut émerger, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas simplement améliorer la tolérance au froid des parasitoïdes par acclimatation avant lâcher, c'est-à-dire qu'on produit toujours les parasitoïdes à 20 degrés, mais avant de les lâcher, on les expose à des températures plus faibles. En fait, on les acclimate à ces températures plus faibles pour qu'ils soient plus efficaces dans les vergers tôt dans la saison à faible température. Ça, c'est connu chez beaucoup d'insectes, l'effet de l'acclimatation, et c'est finalement assez efficace. Plutôt que de faire ça par sélection de lignée, qui pourrait être plus compliqué. Ou alors une amélioration de la tolérance au froid après lâcher, ou pourquoi pas une combinaison des deux, mais après lâcher, pourquoi pas essayer de réfléchir à des sources de nourriture, on en revient aux bandes fleuries notamment, sources de nourriture dans les vergers, pour augmenter les réserves énergétiques des parasitoïdes pour qu'ils soient plus tolérants au froid. Ça c'est connu aussi, on sait qu'en les nourrissant avec du sucre, on augmente leur tolérance physiologique au froid. Et une amélioration générale de l'environnement thermique. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est procurer des refuges microclimatiques, des refuges thermiques autour des vergers en fait, pour améliorer la tolérance des parasitoïdes aux conditions climatiques ou météorologiques. Donc pour conclure sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire, les pucerons sont plus résistants au froid que les parasitoïdes, d'un point de vue purement physiologique, de 1,4 à 1,9 degrés de plus, c'est pas négligeable du tout. Il faut aussi garder en tête que les parasitoïdes qu'on a testés sont des parasitoïdes qui viennent du milieu industriel, donc c'est pas des populations naturelles, donc ça peut jouer aussi sur leur capacité de tolérance au froid. Les parasitoïdes sont très peu actifs en termes de marche et de vol sous les 15 degrés. Il n'y a d'ailleurs pas du tout de vol en dessous de ça. Et le parasitisme est fortement réduit sous les 10 degrés Celsius. Donc ça explique la faible capacité de ces ennemis naturels à réguler les populations de pucerons en début de saison sous nos climats. Et puis ça ouvre des pistes d'amélioration de souches de parasitoïdes ou de manipulation de leur tolérance thermique ou de celle de leurs hôtes. Voilà, je vous remercie de votre attention.